Bonjour, eh bien, après avoir parlé de pharmacovigilance, nous allons aborder un autre thème important, celui de l'éthique et de l'innovation en santé. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Schneves. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Bonjour. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes neurologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes président du comité d'éthique de l'INSERM. Euh, je peux vous demander tout simplement quelles sont les responsabilités puis le rôle aussi du comité d'éthique de l'INSERM? Eh bien, c'est de donner une sorte de boîte à outils aux chercheurs en sciences de la vie et en santé, donc les chercheurs de l'INSERM, réfléchir à partir de l'expérience du laboratoire aux questions éthiques qui se posent à partir des avancées scientifiques ou des conséquences de ces avancées scientifiques. Du coup, on traverse une pandémie hein, que tout le monde, en tout cas que personne ne peut ignorer. Comment vous travaillez par rapport à ces sujets qu'on a vu poindre durant la pandémie, hein, plein de questions d'éthique concernant l'accès des patients aux soins, concernant les questions de triage, par exemple, qui ont fait beaucoup parler d'elles. Comment vous avez abordé cette crise? Bien, on l'avait déjà réfléchi d'une certaine façon avec une note sur l'innovation qu'on a publiée l'année dernière et qui montre que dans le domaine de la santé, toute innovation est toujours plurielle, au sens où nous avons vu au cours de cette crise se mobiliser différents secteurs scientifiques. Il a fallu les avancées de la génétique pour être capable de séquencer le virus et ensuite de donner les avancées des vaccins à ARN. Il a fallu des virologues pour comprendre comment fonctionnait ce virus et comprendre aussi les gestes barrières, comment on s'en prémunit en se prémunissant des gouttelettes. Il a fallu des immunologistes pour comprendre que la gravité de la maladie, c'était l'orage inflammatoire, l'orage cytokinique. Il a fallu des pneumologues, il a fallu des réanimateurs, il a fallu toutes sortes de professionnels pour arriver à commencer à prendre en charge les traitements, et on a vu au fur et à mesure, depuis les médicaments les plus simples, comme les corticoïdes, jusqu'aux techniques les plus sophistiquées, être mises en œuvre pour diminuer la mortalité de la maladie. Et puis, on a vu l'émergence à une vitesse jamais encore rencontrée des vaccins, avec plus ou moins de succès selon la stratégie vaccinale. Mais vous voyez que on ne peut pas parler d'innovation au singulier, on est obligé de parler d'innovation au pluriel. Et on n'a pas encore dit à ce stade toute l'innovation sociale, c'est-à-dire les nouveaux comportements qu'il faut avoir pour éviter le virus, mettre un masque, respecter des gestes barrières, limiter les contacts qu'on a, tout ce qu'on voit avec le télétravail ou le comportement qui change aussi les pratiques de santé, et puis toute la question économique et le vaccin, aujourd'hui, compte tenu de l'impact de la pandémie au niveau économique, entre autres, doit devenir un bien public. C'est un appel que le comité d'éthique a fait très rapidement. C'est un appel qui vient d'être relayé par l'OMS et par 24 chefs d'État ou de gouvernement. Voilà comment en sortir. Et là, on voit que l'innovation ne se limite pas à l'aspect scientifique, ni à l'aspect technologique, que sans la logistique et sans l'infrastructure de production, on n'arrivera pas à vacciner les 7 ou 8 milliards d'humains qui doivent être vaccinés. Et ne pas vacciner, c'est pas seulement une question de coût des vaccins ou de propriété intellectuelle. C'est que plus on attend et plus on a de variants, donc plus le virus échappe. Et là, on voit comment on doit boucler la boucle, c'est-à-dire que non seulement il faut des avancées scientifiques et des innovations technologiques qui en résultent, mais il faut être aussi capable de mettre en place toute la logistique et les infrastructures de production, sans quoi cette question fondamentale éthique de l'accès aux soins n'est pas remplie, et comme quoi même une innovation magnifique devient irresponsable s'il n'y a pas l'accès à cette innovation.
Alors, on a l'innovation, on a l'éthique, et puis on a aussi cette crise qui nous a démontré qu'il y a une certaine vitesse qui s'est qui s'est mis en place, où tout va plus vite que d'habitude. Est-ce que la vitesse et le fait que les choses se précipitent, ça devient plus compliqué justement par rapport à comment on établit une éthique et comment on met en place des comportements? Alors, oui et non. Oui, parce que bien sûr, il a fallu agir et réagir en temps de pandémie. Et que chaque jour perdu, on peut même dire chaque heure, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Et certains ont voulu, au nom de cette vitesse, s'abstraire des règles éthiques qui ont une histoire. Ce n'est pas juste pour le plaisir de réfléchir et de faire les choses bien entre soi. L'éthique telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est aussi le fruit de drames, de crimes. Les drames, ce sont tout ce qu'on a connu au début du siècle avec l'eugénisme. Les crimes, c'est ce qui s'est passé pendant la période nazie de la Seconde Guerre mondiale. On a construit à partir de là le Code de Nuremberg, puis la déclaration d'Helsinki, et puis après les crises sanitaires et les horreurs révélées par le rapport Belmont, on a construit les comités d'éthique et les comités de protection des personnes. Tout ça, toute cette histoire, elle a une raison. Et donc, nous avons mis en place des règles et des façons de travailler qui nous ont permis d'accélérer les procédures des essais cliniques qui ont pu être approuvés en quelques jours, mais sans jamais rien lâcher, sans jamais renoncer au principe d'évaluation et au principe de protection des personnes. Vous avez évoqué l'accès aux soins, c'est vraiment une question primordiale. Comment vous estimez l'accès aux soins aujourd'hui, justement par rapport à cette campagne de vaccination, à la pandémie en général? Eh bien, on voit que même dans les économies les plus riches, la nôtre, on a un accès aux soins qui est limité. En tout cas, en Île-de-France, aujourd'hui où nous parlons, jeudi 1er avril, et sans aucune plaisanterie, les réanimations sont saturées. Et nous voyons que nous devons créer dans l'urgence des lits d'accueil en soins intensifs ou en réanimation. Nous voyons que le vaccin est annoncé, mais que la plus grande part de la population qui souhaiterait être vaccinée n'aura pas accès à ce vaccin d'ici encore plusieurs semaines. Et on voit à une échelle plus internationale que même si l'initiative COVAX de l'OMS était remplie, cette initiative ne permettrait de vacciner que 20% de la population des pays du Sud, et encore si COVAX arrive à réunir les sommes promises par les donateurs. On est donc bien loin de compte, et on voit que cette question de l'accès au traitement est une question centrale qui se pose à nous aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut concrètement y remédier? Parce qu'on se dit que c'est quasiment infaisable de remédier à cet accès aux soins pour une population globale. Non, je ne le crois absolument pas. Je pense que c'est une question de s'en donner les moyens. Rendez-vous compte que les plans de relance américains vont représenter l'un dans l'autre 5 000 milliards de dollars. 5 000 milliards de dollars. L'initiative COVAX, c'est 40 milliards de dollars pour vacciner toutes les populations du Sud qui en ont besoin. Quand vous comparez 40 milliards à 5 000 milliards, et je n'ai pris que les plans de relance américains, je n'ai pas ajouté les 750 milliards d'euros du plan de relance européen, on voit que c'est une question de décision politique, et c'est une décision politique qui, encore une fois, doit être globale, c'est-à-dire concerner toute la chaîne. Pourquoi attendons-nous les vaccins? Parce que nous n'avons pas les usines pour les produire, ou pas les usines qui sont capables de recevoir des produits de base pour les produire. C'est donc des manquements qui se sont accumulés sur des dizaines d'années que nous payons aujourd'hui. Il faut réarmer, il faut reconstruire une industrie et reconstruire cette industrie de façon complète. Nous sommes reposés sur l'idée que le jour où nous aurions besoin de masques, nous pourrions les commander en Asie et particulièrement en Chine, sans se rendre compte qu'en cas de pandémie,
les usines chinoises seraient à l'arrêt aussi. Aujourd'hui, on voit des chaînes de supermarchés faire des promotions de paquets de masques à des prix qui défient toute concurrence et qui vont tuer les chaînes de production établies chez nous. Donc, nous devons réfléchir globalement et nous donner les moyens de la santé que nous souhaitons. Alors justement, une question peut-être un peu polémique. Est-ce qu'il y a une volonté politique suffisante de fait aujourd'hui? Est-ce que vous estimez qu'il y a une volonté politique suffisante pour arriver à mettre en place ces considérations éthiques? Écoutez, ça doit être une volonté politique non seulement exprimée par un homme, mais exprimée par toute une population. C'est à nous tous, dans une société démocratique, de nous mobiliser pour cette volonté. Et cette volonté, elle doit être globale, encore une fois. Non seulement de soutenir la recherche fondamentale et sur le long terme, et à un bon niveau, c'est ce qu'ont fait nos voisins allemands. Ce n'est pas pour rien que BioNTech ou d'autres comme CureVac sont chez eux. Il faut ensuite soutenir le transfert vers vers les entreprises pharmaceutiques. Il faut ensuite soutenir toute l'infrastructure de production et de distribution. Et donc, sans cette pensée globale qui doit nous inclure nous, mais aussi inclure nos frères du Sud, parce que sinon le virus reviendra comme un boomerang avec d'autres variants. Si on ne le fait même pas en pensant à eux, ce qui est l'équité humaine, il faut le faire en pensant à nous. Et bien sans cette pensée globale, qui est la pensée fondamentale de l'éthique, le souci de soi, c'est le souci de l'autre, eh bien on n'arrivera malheureusement à rien. Écoutez, merci beaucoup. Nous allons œuvrer et essayer de pousser pour cette pensée globale. Merci Hervé Schneewes et puis à la prochaine fois peut-être. Au revoir. Merci beaucoup.